Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 23 mai 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le chancelier allemand a effectué une visite de travail au Niger. Arrivé hier dimanche à Niamey, Olaf Scholz a eu un entretien avec le président de la République, Mohamed Bazoum, ce lundi au palais de la présidence. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur, entre autres, la coopération bilatérale entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Niger. Au terme de la rencontre, le président Mohamed Bazoum et son hôte étaient face à la presse pour faire le point. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. C'est à 13h15 que le chancelier Scholz a été accueilli à la présidence par Bazoum Mohamed avec les honneurs militaires. Renouer davantage la coopération bilatérale, objet de cette visite du chancelier allemand. Le président Bazoum n'a pas manqué de solliciter davantage d'appui auprès de l'Allemagne afin que le Niger puisse y faire face aux multiples défis. Aujourd'hui, ce que nous attendons de l'Allemagne, c'est qu'elle augmente les crédits pour cette coopération, pour la rendre encore plus substantielle, mais qu'elle reste dans les domaines de prédilection qui sont les siens, tout en mettant un accent particulier sur ce qu'il y a à faire pour faire face au changement climatique. Nous sommes dans le pôle 2 des priorités de la coopération allemande et j'ai insisté, vous l'aurez constaté, en particulier sur la nécessité d'allouer davantage de ressources à la coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement professionnel. C'est un secteur dans lequel l'Allemagne est traditionnellement intervenue, mais je pense que les défis du Niger aujourd'hui se réduisent justement à une déficience de son système éducatif et pour le relever, nous avons besoin davantage de ressources de la part de tous nos partenaires et l'un des plus puissants, l'un des pays qui a le plus de moyens financiers en bilatéral, c'est l'Allemagne. Nous avons un autre chapitre relativement récent, c'est le chapitre militaire. Là également, ce qui a été entrepris relève, je l'ai dit, du modèle. Il faut le conserver, il faut le renforcer. L'Allemagne, à travers son chancelier, affiche son ferme engagement à soutenir le Niger. Elle vient de plus de 60 ans et voilà pourquoi nous devons construire sur ce que nous avons déjà fait par le passé, basé donc sur les domaines que nous connaissons comme l'agriculture, la lutte contre le changement climatique, l'éducation, bien sûr les écoles, donc des priorités que nous voulons donc améliorer, approfondir, intensifier, bien sûr, et on va en parler plus dans le détail tout à l'heure, bien sûr. Et puis il y a cette coopération sur les questions de sécurité qui sont déjà un grand succès. On a déjà eu l'occasion de le dire tous les deux. Ce matin, j'ai eu également l'occasion de voir cela sur place et on voit qu'on a vraiment travaillé avec de la continuité pour développer ce projet. On a construit et créé vraiment des structures solides qui sont sur place et c'est vraiment la voie à suivre. Et on voit déjà qu'on a eu des gains de capacité, augmentation des capacités de la part des forces nigériennes et bien sûr c'est un grand succès. Avant son départ, le chancelier a visité la base de la mission allemande des forces spéciales Gazelle de la mission européenne de formation EUTM. Début ce lundi 23 mai 2022 à Niamey, des travaux de la 5e édition de la rencontre annuelle des cadres de la direction de sécurité publique. Cette initiative de la police nationale est organisée en collaboration avec le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève et l'Institut danois des droits de l'homme et de plusieurs autres partenaires. Ces assises vont durer 6 jours, nous précise Hamza Sakou et Nasser Seydou.
Cette année encore, la direction de la sécurité publique de la police nationale n'a pas dérogé à sa tradition, celle qui consiste à réunir les cadres de cette institution à une rencontre annuelle, rencontre au cours de laquelle il sera question d'échanger sur les orientations stratégiques et les mécanismes de contrôle interne. Notre mobilisation doit se faire autour d'une vision claire de la gouvernance sécuritaire qu'il convient de mener avec méthode, organisation et compétences pour répondre à une forte demande de sécurité devenue de plus en plus pressante, comme en attestent les demandes d'ouverture d'unités de police adressées à la hiérarchie pour une meilleure couverture nationale. Nous nous devons d'assurer la visibilité de nos actions, nous faire accepter par les populations, qui reste et demeure l'un des moyens par la communication. Tour à tour, les partenaires de cette initiative de la police nationale ont présenté leur institution. Notre institution, qui est la Commission nationale des droits de l'homme du Danemark, a été dotée d'un mandat national fort au Danemark, mais aussi d'un mandat international. Et c'est dans le cadre de ce deuxième mandat que nous développons un partenariat avec des institutions étatiques et non étatiques qui sont des acteurs clés des droits de l'homme au Niger. Je m'en vais citer ces partenaires. C'est notamment la Commission nationale des droits humains, le ministère de la Justice, la police nationale, la garde nationale du Niger, la gendarmerie nationale et des organisations de la société civile, notamment le MOGEC et le REPAT. Le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, des CAF, est une fondation de droit suisse dont la mission est de contribuer à améliorer la gouvernance du secteur sécuritaire. Depuis 2014, le DECAF accompagne les processus de développement et de renforcement des mécanismes de contrôle interne et externe au profit des institutions intervenant dans l'amélioration de la gouvernance du secteur de la sécurité au Niger. Après avoir salué les efforts fournis par la police nationale pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, l'autorité des tutelles a réaffirmé son engagement à plus d'accompagnement. Réaffirmer le ferme engagement du gouvernement à prendre toutes les dispositions pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Et enfin, de vous assurer du soutien des plus hautes autorités de notre pays dans l'accomplissement de votre noble et délicate mission qui est d'assurer à nos populations quant à la volonté et la ferme détermination du gouvernement à leur garantir la paix, la sécurité et la quiétude, toutes choses dont elles ont légitimement besoin pour vaquer aux tâches de développement. Durant 6 jours, diverses thématiques seront débattues entre les participants afin d'atteindre les objectifs assignés à cet atelier. Cette rencontre donc se tient au siège de la mutuelle de la santé, de la garde nationale et de la police nationale. Ouverture ce lundi matin à l'hôtel Noum de Niamey d'un atelier sur l'accès des médias à l'information et aux documents administratifs. Cet atelier est organisé par le Conseil supérieur de la communication avec l'appui financier de l'ONG Shiga. L'atelier est destiné aux hommes de médias. Compte rendu avec Nafissa Yahya et Ibrahim Abdou. Sensibiliser les médias sur l'accès à l'information et aux documents administratifs, c'est l'objectif général de cet atelier de formation initié par le Conseil supérieur de la communication, CSC. Cette activité, faut-il le rappeler, rentre dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes pour un traitement professionnel de l'information conforme aux règles éthiques et déontologiques du métier. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication, en partenariat avec Shiga, a décidé d'élaborer et de vulgariser un guide d'utilisation de l'ordonnance numéro 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information et aux documents administratifs. Le présent atelier qui réunit des journalistes, certains responsables administratifs des ministères et des institutions, a pour objectif principal de rendre effectif l'accès des médias à une information fiable et de qualité ainsi qu'aux documents administratifs conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 2011-22
du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Notre attente à l'issue de cet atelier est que les responsables en charge de la communication des ministères et institutions de la République soient suffisamment sensibilisés sur les modalités d'accès des médias à l'information et aux documents administratifs et les médias plus aptes à produire, publier et diffuser des articles et émissions sur la question au sein de leurs médias. Le CSE, pour sa part, poursuivra le plaidoyer nécessaire pour l'adoption et la publication au journal officiel du décret d'application de l'ordonnance 2011-22 portant charte d'accès à l'information et aux documents administratifs. Cet atelier, qui va s'étendre sur les autres régions du Niger, notamment Maradi et Zender, est financé par l'ONG Shiga. La présente campagne de sensibilisation du Conseil supérieur de la communication sur le mécanisme qui facilite l'accès à l'information, focalisée sur les médias, les institutions et les responsables administratifs des ministères, au niveau central comme dans les régions. Cette initiative est conforme au mandat constitutionnel et à la mission de CSI, celle d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication, et a les objectifs d'éclairer les administrations sur leur devoir de permettre aux citoyens d'accéder à l'information et aux documents administratifs dans le respect de la loi, amener le pouvoir public à garantir les droits et les devoirs des uns et des autres, et permettre aux citoyens de jouir leur droit d'être informés. Il est attendu à l'issue de cet atelier que les responsables en charge de la communication des ministères et institutions de la République soient suffisamment sensibilisés sur les modalités d'accès des médias à l'information et aux documents administratifs afin de rendre les médias aptes à mieux produire, publier et diffuser l'information. Autre aspect de cette édition, c'est pour parler de la santé. Célébration ce jour lundi 23 mai 2022 de la journée internationale pour l'élimination de la fistule. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 2 millions de femmes et de filles souffrent de cette maladie. Chaque année, entre 50 000 à 100 000 nouveaux cas sont enregistrés dans le monde. Ici, au Niger, en 2021, 625 cas ont été recensés dans les centres de prise en charge répartis dans les 8 régions du pays, selon le ministère de la Santé publique. Qu'est-ce que c'est que la fistule? Réponse dans ce reportage signé Areta Sala et Cheb Guissou. La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement difficile. Il existe plusieurs formes de fistule selon le chirurgien urologue Dr Abdoulaye Idrissa. Fait référence à une communication qui survient après un accouchement entre le système urinaire de la femme et le système génital de la femme. Et parfois avec aussi le système digestif. Donc, tant qu'il y a une communication, donc il y a passage de substances ou bien de liquide entre ces organes-là. Donc, en l'occurrence ici, ça se manifeste par des pertes d'urine qui passent par le système génital de la femme, donc les organes génitaux de la femme. Et parfois, si ça concerne le tissu, comment on appelle, le système digestif, il y a passage de sel entre la vessie, le rectum et le vagin. Donc ici, il faut savoir que ça, c'est la fistule obstétricale. Mais il y a d'autres fistules, parce qu'en général, on appelle ça fistule génitale féminine, parce qu'il y a d'autres fistules qui sont des cas iatrogènes. C'est-à-dire qu'on veut traiter quelque chose, même un accident peut survenir, mais il peut y avoir cette communication. Il y a des femmes qui naissent avec la communication aussi. Donc c'est ce qu'on appelle les fistules congénitales. Maintenant, il y a des fistules qui sont liées aux pratiques traditionnelles néfastes, et qui sont un peu dans certaines régions du Niger, ce qu'on appelle le Yankengichiri, pour une raison ou une autre. Donc le traduit praticien procède à des incisions et qui met en communication les organes. Bon, il peut y avoir aussi des fistules qu'on appelle traumatiques, c'est-à-dire que c'est après un accident de la voie publique ou parfois un emportement par un animal qui fait communiquer les organes. Maintenant, lorsque nous on reçoit les patientes, on va les examiner, on va typer ça. On va typer quel type de fistule c'est
Et en fonction du type de fistule, il y a des indications. Elles sont nombreuses, les femmes et les filles qui vivent avec cette lésion au Niger. Le Centre national de référence de fistules obstétricales traite en moyenne 150 à 200 patientes par an. En moyenne, on a autour de entre 150 et 200 patientes par an. Depuis à peu près 3 à 4 ans maintenant. Et ça aussi, c'est pas, bon, je dis qu'on reçoit, pas qu'on reçoit, mais qu'on traite. Mais sinon, le nombre est énorme. Le nombre de cas est énorme qu'on fait le programme. Et chaque jour, on programme 3 malades par jour. Ça fait 6 malades par semaine. Donc si on multiplie par 52, en tenant compte des jours où on peut être absent, on est en congé, et voilà à peu près comment on fait la prise en charge. Il est pourtant possible de prévenir la fistule. Le fait qu'elle n'ait pas disparu au Niger témoigne des insuffisances des systèmes de santé face aux besoins des femmes. La fistule n'est pas une spécificité du Niger ni des pays pauvres. Il faut savoir que le premier hôpital de prise en charge de la fistule était à New York. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et donc, ça veut dire qu'on peut prévenir ça. Il faut savoir ce qui provoque et puis on va voir est-ce qu'en amont on peut agir. Donc, la fistule, c'est obstétrical, en tout cas, c'est un accouchement. Donc, c'est un accouchement difficile. Donc, si on a un système de santé qui permet de prendre en charge correctement tous les cas d'accouchement difficiles, on n'aura pas de fistule. La fistule obstétricale, c'est de tous les âges. Tant que la femme peut accoucher, elle peut être candidate à faire la fistule. Les femmes vivant avec une fistule sont le plus souvent parmi les plus pauvres et les plus vulnérables de la société. Du sport dans ce journal, la direction le palais du 29 juillet de Niamey qui a abrité du 21 au 22 mai 2022 les phases finales de la Coupe du président de la Ligue régionale de taekwondo de Niamey. Quelques 60 clubs de la capitale ont pris part à cette première édition. Précision avec Adam Soumana et Abokar Souley. Après 2 jours de compétition entre taekwondoïnes issus des clubs des 5 arrondissements communaux de la capitale Niamey, la présente cérémonie se veut le couronnement à travers les phases finales de cette Coupe du président de la Ligue régionale. Une première édition qui a mis aux prises combattantes et combattants de 60 clubs dans différentes catégories de cette discipline à la satisfaction du président de la Ligue régionale. La première édition de la Coupe du président de la Ligue de Niamey a pu réunir plus de 400 athlètes dans les 3 compétitions que nous avons organisées en Zourgui, en Poumsé et à Hamdan. En moins de 3 semaines, nous avons pu mobiliser plus de 60 clubs de la région de Niamey. Cet honneur revient à l'ensemble du monde du taekwondo. Je ne peux que vous remercier. Occasion également pour le président de la Ligue régionale de taekwondo Niamey de lancer un vibrant appel aussi bien aux autorités compétentes qu'aux parents des athlètes. Je lance un appel à tous les parents d'inscrire les enfants dans les clubs de taekwondo. Le taekwondo, c'est le sport où le Niger, je le dis à haute voix, c'est le sport où le Niger a le niveau international. On peut affronter n'importe quel pays du monde. On peut affronter n'importe quel pays du monde. En Afrique, nous sommes les meilleurs. La France, l'Espagne, tous ces pays savent que le Niger est un pays de taekwondo. Donc c'est pourquoi nous demandons le soutien des autorités politiques pour que nous puissions, dans les années à venir, notamment les Jeux olympiques de 2024, pour que, au cours de ce tournoi, nous avons détecté des talents que nous allons préparer pour accompagner notre champion Abdelazak Issoufou Alfaga et les Tekiek Ben Issouf, les Ismaël, pour les accompagner, pour que le nom du Niger puisse sortir pendant les Jeux olympiques de Paris 2024.
Cette rencontre sportive régionale a été marquée par des combats de bon niveau, des démonstrations de casse-glace, le tout couronné par une remise de médailles aux combattants qui se sont distingués dans les différentes catégories, mais également des témoignages de satisfaction décernés à ceux ayant permis l'éclat de cette compétition. Restons toujours au palais du 29 juillet de Niamey où les lampions du 38e championnat d'Afrique de handball se sont éteints le week-end dernier. Messieurs, c'est l'équipe Zamalek de l'Égypte qui est sacrée championne, et en dames, c'est Petro Atlético d'Angola qui a remporté la Dame Coupe. Tout s'est bien passé à la grande satisfaction de la Fédération nigérienne de handball, nous rapporte Ismaël Lamoumouni et Halidou Bourema. Les champions et les vice-champions hommes en titre de la Supercoupe se retrouvent en finale du 38e championnat d'Afrique de club de coupe. Ce derby égyptien a opposé Al-Ahly en rouge et Zamalek en blanc. Cette dernière a remporté la coupe à travers un score de 29 à 28. Pour un premier essai, ce fut un coup de maître pour la Fédération nigérienne de handball Finihan pour l'organisation d'un tournoi continental. Un bilan positif, satisfaisant. Je pense que vous êtes là pour observer, pour voir ce qui s'est passé. Ça a été vraiment un agréable moment, un moment de pure folie. Nous sommes satisfaits à la hauteur de notre attente. Vous savez, ce n'est pas facile d'organiser une compétition de cette envergure, mais grâce à une équipe formidable qui m'entoure, on a pu vraiment relever le défi. Nous avons beaucoup appris, l'équipe a appris, parce qu'aujourd'hui, participer à ce genre de compétition est vraiment, je pense, une expérience pour cette équipe. Et pourquoi pas ne pas continuer cette aventure avec l'appui des autorités et bien sûr des différents clubs. La Confédération africaine de handball n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette compétition. Du point de vue technique, il faut avouer qu'il y a un petit remords parce qu'on était parti pour enregistrer 18 équipes et que les désistements des dernières minutes ont quelque peu perturbé tout ce que nous avons pu mettre en place. Mais c'est quand même l'occasion pour désigner nos représentants au championnat du monde des clubs. Il fallait organiser cet événement qualificatif. Je m'en voudrais de ne pas, n'est-ce pas, vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pendant ces 10 jours. Nous allons nous investir dans le milieu scolaire parce que pour l'instant, si on veut réussir ici au Niger, le constat est là. Il faut s'investir dans le handball scolaire et puis avec une note spéciale pour la gente féminine. En dames, c'est toujours le vainqueur de la Supercoupe, à savoir Petro Atlético d'Angola, qui a remporté le trophée. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et la présidente de la Fédération nigérienne de handball, Finihan, ont reçu des distinctions pour service rendu au continent avec cette discipline. Donc au vainqueur Ismaël Lamoumouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.